Il n'y a plus de place pour toi ici. C'est ce que mon fils a écrit sur ce bout de papier froissé, posé sur une valise éventrée au milieu du trottoir. Je venais de rentrer de Bretagne. 3 semaines au bord de la mer, à respirer l'air salé, à essayer de comprendre pourquoi, depuis des mois, je me sentais de trop dans ma propre maison. Je pensais qu'un peu de distance arrangerait les choses, que Gédéon et Elisa auraient besoin de moi à mon retour. Mais en arrivant devant chez moi, ou plutôt devant ce qui avait été chez moi pendant 32 ans, j'ai vu mes affaires empilées sur le trottoir comme des déchets un soir de collecte. Mes livres, mon châle en cachemire, la photo encadrée de mon mari, décédé il y a 8 ans. Tout était là, jeté sans soin, exposé au regard des voisins. Et ce mot qui disait « Maman, pardonne-moi ». Elisa m'a fait choisir entre elle et toi. Il n'y a plus de place pour toi ici. Je suis restée figée, les jambes tremblantes, le cœur comme une pierre. Autour de moi, des passants détournèrent le regard. Une femme poussait son caddie en accélérant le pas. Un homme a baissé les yeux. J'étais devenue cette vieille dame dont on a honte, celle qu'on abandonne. Gédéon n'était même pas descendu me le dire en face. Elisa non plus. Il m'avait effacée, comme on efface une tache. Je m'appelle Océane Poirier. J'ai 59 ans. Et ce jour-là, sur ce trottoir mouillé de pluie d'octobre, j'ai compris qu'une mère pouvait être jetée comme un meuble dont on ne veut plus. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que cette femme qu'ils venaient de jeter allait se relever. Et qu'un jour, ils ouvriraient un magazine et verraient mon visage en couverture. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut que je vous raconte tout depuis le début, depuis le jour où j'ai rencontré Elisa. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été abandonné par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Avant qu'Elisa n'entre dans nos vies, tout était simple. Peut-être trop simple pour qu'elle puisse l'accepter. Gédéon et moi, on formait une équipe. Une vraie. Depuis la mort de son père, Henri, c'était nous deux contre le monde. Enfin, c'est ce que je croyais. Henri était architecte. Un homme discret, élégant, qui dessinait des bâtiments le jour et jouait du piano le soir. Il est mort d'un infarctus en pleine nuit, dans notre lit. Sans un mot, sans un adieu. J'avais 51 ans. Gédéon en avait 26. On s'est accrochés l'un à l'autre comme deux naufragés. Lui venait dîner tous les dimanches. Je lui préparais son plat préféré. Un bœuf bourguignon mijoté pendant des heures, avec des petits oignons caramélisés et des carottes fondantes. On parlait de tout. De son travail dans la finance, de mes cours de poterie, de ses voyages, de mes lectures. Il riait encore à l'époque. Un rire franc, comme celui de son père. Notre appartement, dans le 7e arrondissement, était devenu notre refuge à tous les deux. Les dimanches sentaient le thym et le vin rouge. La lumière entrait par les hautes fenêtres et se posait sur le parquet ancien comme une caresse. Gédéon s'asseyait toujours à la même place, celle où son père s'installait autrefois. Et moi, je cuisinais en fredonnant de vieilles chansons. Je revois encore cette cuisine. Le plan de travail en marbre blanc que Henri avait choisi. Les casseroles en cuivre alignées au-dessus de la cuisinière. Le petit carnet de recettes de ma mère, taché de sauce tomate et de beurre fondu, posé près de l'évier. Chaque page raconte une histoire. Chaque tâche, un souvenir. Gédéon feuilletait parfois ce carnet en attendant que je finisse de dresser les assiettes. Il me disait « Maman, tu devrais écrire tes propres recettes là-dedans. Un jour, je les transmettrai à mes enfants. » Je souriais. J'imaginais déjà ces petits-enfants. Des dimanches encore plus remplis. Une table encore plus longue. Je ne savais pas encore que ce rêve allait se briser. Gédéon a rencontré Elisa un soir de juin, lors d'un vernissage dans le Marais. Il est rentré ce dimanche-là avec des étoiles dans les yeux. Il m'a parlé d'elle pendant tout le dîner. « Maman, elle est incroyable. Elle travaille dans la communication digitale. Elle a vécu à New York. Elle parle 3 langues. Elle est différente. Différente. » Ce mot aurait dû m'alerter. Mais j'étais heureuse de le voir heureux. Après des années à le voir triste, mélancolique, enfermé dans le deuil de son père, je voulais qu'il vive, qu'il aime, qu'il construise quelque chose de beau. Je lui ai dit « Alors, tu dois me la présenter. » Il a souri. Ce sourire que je n'avais plus vu depuis longtemps. « Bientôt, maman. Très bientôt. » Elisa est arrivée dans ma vie un dimanche d'automne. J'avais préparé un déjeuner soigné. Une entrée de Saint-Jacques poêlée au beurre d'agrumes. Un filet de bœuf en croûte. Une tarte tatin maison,
dorée et brillante, avec de la crème fraîche épaisse. J'avais mis ma robe bleu marine, celle que Henri aimait. J'avais sorti la belle vaisselle, les verres en cristal, les serviettes en lin brodé. Je voulais que tout soit parfait. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu une jeune femme grande, mince, blonde, vêtue d'un tailleur noir impeccable. Elle portait des lunettes de soleil Chanel qu'elle a gardées sur la tête même à l'intérieur. Ses ongles étaient parfaitement manucurés. Son parfum, capiteux, a envahi l'entrée. Elle m'a tendu une main froide. « Bonjour, Océane. Gédéon m'a tellement parlé de vous. Pas « Madame Poirier ». Pas même « Bonjour, enchantée ». Juste « Océane ». Gédéon, derrière elle, souriait comme un enfant. J'ai serré sa main en souriant aussi. J'ai voulu croire que c'était de la modernité, de la simplicité, que j'étais vieux jeu. « Entrez, entrez, tout est prêt ». Elle a jeté un regard circulaire sur le salon, sur les meubles anciens, sur le piano d'Henri, sur les tableaux au mur, sur les tapis persans. C'est charmant, un peu surchargé, mais charmant. Gédéon a ri nerveusement. Maman aime les souvenirs. Elisa a haussé les épaules. Oui, on voit ça. Pendant le déjeuner, elle a à peine touché à son assiette. Je suis végétarienne. Elle ne me l'avait pas dit. Gédéon non plus. Je me suis excusée, confuse, et j'ai préparé en urgence une salade composée. Pendant ce temps, elle a sorti son téléphone et a commencé à scroller, sans un mot. Gédéon mangeait en silence, le regard baissé. Quand je suis revenue avec la salade, elle a à peine levé les yeux. Merci. Pas un sourire, pas un regard. J'ai essayé de lancer la conversation. Gédéon m'a dit que vous aviez vécu à New York. Ça a dû être passionnant. Oui, très. Silence. Et vous travaillez dans la communication? Digital. Oui. Silence encore. Gédéon a fini par intervenir, mal à l'aise. Maman, Elisa a monté une campagne incroyable pour une marque de cosmétiques. Elle a doublé leur visibilité en 3 mois. Elisa a souri. Pour la première fois. C'est mon métier. Elle a regardé autour d'elle encore une fois, puis a ajouté avec un petit rire. Dommage que vous n'ayez pas de Wi-Fi ici. J'aurais pu vous montrer mon portfolio. J'avais le Wi-Fi, mais je n'ai rien dit. Après le déjeuner, pendant que je débarrassais, je les ai entendus parler dans le salon. La voix d'Elisa, basse mais distincte. Elle est gentille, mais tu ne trouves pas que c'est un peu étouffant, tout ça? Tous ces meubles, ces photos, se passer partout. Gédéon a murmuré quelque chose que je n'ai pas entendu. Puis elle a ajouté, « En tout cas, moi, je ne pourrais pas vivre comme ça. Dans un musée. » J'ai serré le torchon entre mes mains. Mes mains tremblaient, mais j'ai continué à laver les assiettes en silence. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise dans le salon, seule. J'ai regardé la photo d'Henri posée sur le piano. Et pour la première fois depuis 8 ans, j'ai pleuré. Pas parce qu'il était mort, mais parce que j'avais peur de perdre mon fils. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les semaines qui ont suivi cette première rencontre, j'ai essayé de me convaincre que j'avais mal jugé Elisa. Peut-être était-elle simplement nerveuse. Peut-être voulait-elle bien faire et ne savait pas comment s'y prendre. Après tout, rencontrer la mère de l'homme qu'on aime, ce n'est jamais facile. Je me suis dit que je devais lui laisser une chance. Pour Gédéon. Pour nous. Alors j'ai continué à les inviter. Tous les dimanches. Comme avant. Mais rien n'était plus comme avant. Gédéon venait toujours, mais il arrivait différent. Plus tendu, plus silencieux. Il ne s'asseyait plus à la place de son père. Il attendait qu'Elisa choisisse où elle voulait s'installer, et il se mettait à côté d'elle. Elle s'asseyait toujours au bout de la table, la place que j'occupais autrefois. Ma place. La première fois, j'ai failli dire quelque chose, mais Gédéon m'a lancé un regard suppliant. Alors, je me suis installée sur le côté, comme une invitée dans ma propre maison. Elisa arrivait avec son téléphone à la main. Toujours. Elle le posait sur la table, face visible, et le consultait pendant tout le repas. Parfois, elle souriait en lisant un message. Parfois, elle répondait, les pouces pianotant sur l'écran, sans lever les yeux. Je cuisinais encore, mais elle ne mangeait presque rien. C'est trop riche pour moi. Je fais attention à ma ligne. Désolée, mais je ne digère pas les produits laitiers. Gédéon mangeait pour 2, en silence, comme s'il voulait compenser. Un dimanche, j'ai préparé un tagine d'agneau aux abricots. Une recette que ma mère m'avait apprise. Une recette que Gédéon adorait depuis qu'il était petit. Quand j'ai apporté le plat fumant à table, Elisa a froncé les sourcils.
C'est quoi ce plat? Un tagine? Ah, marocain. Elle a dit ça avec un petit sourire en coin, puis elle a ajouté « Vous aimez la cuisine exotique alors ?» J'ai senti une pointe dans sa voix, quelque chose que je ne comprenais pas tout à fait. Mais Gédéon a coupé court. Maman cuisine ce qu'elle veut, et c'est délicieux. Elisa a haussé les épaules. Bien sûr, je disais juste que c'est original pour une Française. Elle a goûté une bouchée, une seule, puis elle a repoussé son assiette. Trop sucré pour moi. Désolé. Gédéon a baissé les yeux. Moi, j'ai souri. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Puis, les critiques ont commencé. Doucement, subtilement. Océane, vous ne trouvez pas que cet appartement est un peu sombre? Vous devriez ouvrir les volets plus souvent. Laissez entrer la lumière. Ces rideaux en velours, c'est très années 80, non? Aujourd'hui, on privilégie la transparence, le minimalisme. Vous avez pensé à refaire la cuisine? Ce carrelage bleu, franchement, ça fait vieillot. À chaque fois, elle disait ça avec un sourire, comme si c'était un conseil, une suggestion amicale. Mais moi, j'entendais autre chose. J'entendais « Vous êtes dépassé. Vous vivez dans le passé. Vous n'êtes plus à la page. » Gédéon ne disait rien. Il hochait la tête. Parfois, il murmurait « Elisa a raison, maman. Ça te ferait du bien de rafraîchir un peu. » Rafraîchir. Comme si ma vie était fanée. Un soir, alors qu'il partait après le dîner, j'ai accompagné Gédéon jusqu'à la porte. Elisa était déjà descendue. Je l'entendais parler au téléphone dans l'escalier. J'ai posé ma main sur le bras de mon fils. « Gédéon, tu es heureux ?» Il a détourné le regard. « Oui, maman. Pourquoi tu me demandes ça ? » « Parce que tu ne ris plus. » Il a soupiré. « Je ris, maman. C'est juste que la vie est différente maintenant. » « Différente comment ?» Il a hésité. Puis il a regardé vers l'escalier, comme s'il vérifiait qu'Elisa ne pouvait pas l'entendre. « Elisa, elle a des attentes. Elle veut qu'on avance, qu'on construise quelque chose ensemble. Une vraie vie, moderne. Et moi, je ne fais pas partie de cette vie moderne ?» Il a ouvert la bouche, puis il l'a refermée. « Ce n'est pas ça, maman. Alors c'est quoi ?» Il a posé sa main sur la mienne. « Tu sais que je t'aime. Mais Elisa, elle a besoin de sentir qu'elle a sa place, qu'on n'est pas toujours en train de revivre le passé. » « Le passé? Tu parles de ton père ? » « Je parle de tout, de cette maison, de ces dimanches, de cette routine. Elisa dit que tu me surprotèges, que tu m'empêches de grandir. » Les mots m'ont frappé comme une gifle. C'est elle qui dit ça? Non. Enfin, oui, mais elle a peut-être raison. Il a embrassé mon front rapidement, puis il est parti. Je suis restée dans l'entrée, la main posée sur la poignée de la porte. J'entendais leur voix dans l'escalier. La voix d'Elisa, forte, assurée. La voix de Gédéon, faible, soumise. Et j'ai compris. Elle ne voulait pas simplement avoir une place dans sa vie. Elle voulait prendre la mienne. Les dimanches suivants, Gédéon a commencé à annuler. « Désolée, maman, on a un brunch avec les collègues d'Elisa. »« Pardon, maman, on part à Deauville pour le week-end. »« On ne peut pas ce dimanche. Elisa organise un dîner chez nous. » Chez nous. Il avait emménagé avec elle 2 mois après notre première rencontre, dans un appartement moderne du 11e arrondissement. Tout blanc, tout vide, tout froid. Il ne m'avait pas demandé mon avis. Il m'avait juste annoncé la nouvelle par téléphone. « Je pense que c'est le bon moment, maman. » J'avais dit, « Si tu es heureux, alors je suis heureuse. » Mais j'avais raccroché et j'avais pleuré pendant 1 heure. Un mardi après-midi, je suis passée chez eux sans prévenir. Je venais de faire mes courses au marché. J'avais acheté des fraises magnifiques, bien rouges, bien sucrées. Je savais que Gédéon les adorait. J'ai pensé que ce serait une bonne surprise. J'ai sonné. Elisa a ouvert. Elle portait un peignoir blanc. Ses cheveux étaient mouillés. Elle m'a regardé avec surprise. Pas une bonne surprise. « Océane, qu'est-ce que vous faites là ?» Je passais dans le quartier. J'ai apporté des fraises pour Gédéon. Elle n'a pas bougé. Elle bloquait l'entrée. « Gédéon n'est pas là, il est au bureau. »« Ah, bon ? Eh bien, je peux les laisser. Ce n'est pas la peine. On en a déjà. » J'ai tendu quand même le sac. « Prenez-les quand même. Elles sont vraiment très bonnes. » Elle a soupiré. Puis elle a pris le sac du bout des doigts, comme si c'était sale. « Merci. » Elle allait refermer la porte quand j'ai osé demander « Je peux entrer 1 minute, juste pour voir comment vous avez aménagé ?» Elle a hésité, puis elle a ouvert la porte, à contre-cœur. « Rapidement,
Je suis occupée. Je suis entrée. L'appartement était immaculé. Blanc, gris, noir. Pas une photo, pas un livre, pas un souvenir. Tout était rangé, aseptisé, comme une page de magazine de décoration. Sur le mur du salon, une immense toile abstraite, des traits noirs sur fond blanc. C'est épuré. Elisa a souri. Oui, on aime la simplicité. Pas de désordre, pas de passé qui traîne. J'ai senti la pique, puis j'ai vu, posée sur une étagère, la photo de Gédéon et Henri. Celle que Gédéon gardait toujours sur sa table de nuit. Elle était retournée, face contre le mur. Mon cœur s'est serré. La photo, elle est à l'envers. Elisa a jeté un coup d'œil distrait. Ah oui. Gédéon l'a mise là en attendant de trouver une place. Mais franchement, on ne sait pas trop où la mettre. Ça ne va pas vraiment avec notre déco. J'ai avalé ma salive. C'est son père, je sais. Mais on ne peut pas vivre entouré de morts, non? Il faut avancer. Avancer. Ce mot, encore. Je suis partie 5 minutes après. Dans la rue, j'ai marché longtemps, sans savoir où j'allais. J'ai fini par m'asseoir sur un banc, près du canal Saint-Martin. J'ai regardé l'eau glisser doucement. Et j'ai compris que je perdais mon fils, lentement, silencieusement, comme on perd quelqu'un qui s'éloigne dans le brouillard. Mais je ne voulais pas abandonner, pas encore. Alors j'ai continué à appeler, à inviter, à proposer. Et Elisa a continué à refuser, poliment, froidement, jusqu'au jour où elle a dit oui. Mais ce oui-là, c'était le début de la fin. Je me demande encore si j'aurais dû me battre plus fort. Et vous? Avez-vous déjà senti que quelqu'un essayait de vous éloigner de ceux que vous aimez? Le oui d'Elisa est arrivé un jeudi matin, par message. Un message froid, factuel, sans émotion. Océane, Gédéon et moi avons réfléchi. Nous pensons qu'il serait bien que vous veniez dîner chez nous samedi soir, 20h. Confirmez votre présence. Pas « nous aimerions ». Pas « si vous êtes disponible ». Juste. Confirmez. Comme une convocation. Mais j'étais tellement heureuse de revoir mon fils que j'ai ignoré le ton. J'ai répondu immédiatement. Avec plaisir. Merci de l'invitation. Puis-je apporter quelque chose? Elle a répondu 3 heures plus tard. Non, tout est prévu. Ce samedi-là, je me suis préparée avec soin. J'ai choisi une robe simple, élégante, gris perle, celle que Henri m'avait offerte pour nos 25 ans de mariage. J'ai mis mes perles, celles de ma mère. J'ai coiffé mes cheveux en chignon bas. Je voulais être irréprochable. Je voulais montrer à Elisa que je pouvais m'adapter, que je pouvais faire partie de leur monde moderne, que je n'étais pas cette vieille femme coincée dans le passé qu'elle semblait voir en moi. J'ai acheté un bouquet de pivoine blanche, discrète, élégante, pas trop imposante. En arrivant devant leur immeuble, j'ai respiré profondément. Tout va bien se passer, je me suis dit. J'ai sonné. Gédéon a ouvert. Il portait une chemise blanche impeccable, un pantalon noir. Il avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux. « Maman, entre !» Il m'a embrassé rapidement sur la joue, sans chaleur, comme on embrasse une connaissance. J'ai tendu le bouquet. « Pour vous. » Il a pris les fleurs sans les regarder. « Merci. » Elisa est dans la cuisine. Il est parti vers le salon, me laissant dans l'entrée. Je l'ai suivi. L'appartement était encore plus froid que dans mon souvenir. Tout était blanc, gris, noir. Pas une couleur, pas une vie. Sur la table basse, des magazines de décoration empilés avec une précision maniaque. Sur le canapé blanc immaculé, des coussins disposés symétriquement. Pas une trace de désordre, pas une trace d'humanité. Elisa est sortie de la cuisine. Elle portait une robe noire moulante, des talons aiguilles. Ses cheveux étaient lissés parfaitement. Son maquillage impeccable. Elle ressemblait à une mannequin sortie d'un défilé. À côté d'elle, dans ma robe grise et mes perles, je me suis sentie vieille, démodée. Elle m'a regardée de haut en bas. Ses yeux se sont attardés sur mes chaussures, sur mon chignon. Puis elle a souri. Un sourire poli, glacial. « Bonsoir, Océane. Vous avez trouvé facilement? »« Oui, merci. » Elle a pris le bouquet que Gédéon tenait encore. Des pivoines. Comme c'est classique. Elle a dit ça comme si classique était une insulte. Je vais les mettre dans l'eau. Installez-vous. Le dîner était servi dans la salle à manger. Une table moderne en verre et métal. Tout était disposé avec une froideur clinique. Des assiettes blanches, des verres transparents, des couverts en acier brossé. Au centre, une seule bougie, pas de fleurs, pas de nappe.
Elisa a apporté les plats, une salade de quinoa, du poisson blanc vapeur, des légumes grillés sans assaisonnement. Tout était fade, sans goût, sans âme. Mais j'ai souri. Ça a l'air délicieux. Elisa s'est assise en face de moi. Gédéon s'est installé à côté d'elle. Comme toujours, on a commencé à manger en silence. Un silence pesant, insupportable. J'ai essayé de lancer la conversation. « Alors, Gédéon, comment va ton travail ?» Il a levé les yeux brièvement. « Bien. Beaucoup de dossiers en ce moment. Tu travailles sur quelque chose de particulier ?» Il a ouvert la bouche, mais Elisa a coupé. Il travaille énormément, trop même. Mais c'est important pour sa carrière, pour notre avenir. Notre avenir. Elle a posé sa main sur celle de Gédéon. Il a baissé les yeux. J'ai senti mon estomac se nouer. « Et toi, Elisa, ton travail se passe bien ?» Elle a souri. Un sourire satisfait. « Très bien. J'ai décroché un contrat avec une marque de luxe. Ça va me demander beaucoup de temps, mais c'est une opportunité énorme. C'est formidable. Oui, d'ailleurs, on va devoir voyager pas mal dans les prochains mois. Londres, Milan, New York. » Elle a marqué une pause. Puis elle a ajouté, en me regardant droit dans les yeux, « On ne sera pas beaucoup disponible, donc. » Le message était clair. Ne compte pas sur nous. Ne compte plus sur lui. Le repas s'est poursuivi dans un malaise grandissant. Elisa parlait, beaucoup, de ses projets, de ses succès, de ses voyages, de leur vie parfaite. Gédéon acquiesçait, silencieux, absent. Moi, j'écoutais, je souriais, je hochais la tête, mais à l'intérieur, je m'effritais. Puis, au moment du dessert, un sorbet au citron sans sucre, Elisa a lâché la bombe. « Océane, on voulait vous parler de quelque chose. » J'ai relevé la tête. Gédéon a évité mon regard. On réfléchit à acheter un appartement plus grand, pour fonder une famille. Mon cœur a bondi. Une famille? Vous attendez un enfant? Elisa a ri. Un rire sec. Non, pas encore. Mais on y pense. Et pour ça, on a besoin d'espace, d'intimité. Elle a marqué une pause. Puis elle a continué. C'est pour ça qu'on voulait vous dire qu'il serait peut-être temps de repenser à votre situation. Ma situation? Oui, votre appartement. C'est grand, beaucoup trop grand pour vous toute seule. Et puis, franchement, avec tous ces meubles anciens, toutes ces affaires, vous ne pensez pas qu'il serait temps de simplifier? J'ai cligné des yeux, incrédule. Simplifier? Gédéon a toussé, mal à l'aise. Maman, ce qu'Elisa veut dire, c'est que tu pourrais peut-être vendre, te trouver quelque chose de plus petit, de plus pratique, vendre. Mais c'est ma maison, c'est la maison de ton père, c'est là que tu as grandi. Elisa a soupiré, comme si j'étais une enfant têtue. Justement, c'est le passé. Et le passé, ça pèse. Vous ne croyez pas qu'il serait temps de tourner la page? De vous alléger? M'alléger? Oui. Et puis, soyons honnêtes, cet appartement vaut une fortune. Dans le 7e arrondissement. Avec cette surface, vous pourriez en tirer un excellent prix. J'ai regardé Gédéon. Il fixait son assiette. Gédéon, c'est ce que tu veux? Il a hésité, longtemps. Puis il a murmuré, « Je veux juste que tu sois bien, maman. » Elisa a souri. Et puis, pensez-y. Si vous vendiez, vous pourriez nous aider à acheter notre nouvel appartement. Ce serait un bel investissement pour vos futurs petits-enfants. Mes futurs petits-enfants. Elle utilisait mes rêves comme monnaie d'échange. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai retenues. Je vais y réfléchir. Elisa a hoché la tête, satisfaite. Prenez votre temps, mais pas trop quand même. Je suis partie 1 heure plus tard. Gédéon m'a raccompagnée jusqu'à l'ascenseur. Dans le couloir, je lui ai pris la main. Gédéon, dis-moi la vérité. C'est toi qui veux que je vende ou c'est elle? Il a retiré sa main doucement. Maman, on veut juste ce qui est le mieux pour toi. Le mieux pour moi ou le mieux pour elle? Il a soupiré. Pourquoi tu fais toujours ça? Quoi? Tu la critiques, tu la juges, alors qu'elle essaie juste de nous construire un avenir. En me demandant de vendre la maison de ton père, ce n'est pas la maison de papa, c'est juste un appartement. Les mots m'ont traversé comme une lame. Juste un appartement? L'ascenseur est arrivé. Gédéon a appuyé sur le bouton. Bonne soirée, maman. Les portes se sont refermées sur son visage, un visage que je reconnaissais à peine. Dans le taxi qui me ramenait chez moi, j'ai regardé défiler les lumières de Paris, cette ville que j'aimais tant, ces rues où j'avais marché avec Henri.
avec Gédéon enfant, et j'ai compris que j'étais en train de tout perdre. Mais je ne voulais pas voir la vérité. Pas encore. Alors je me suis dit que c'était une mauvaise passe, que ça allait s'arranger, que Gédéon reviendrait à lui. Je me suis accrochée à cet espoir comme une naufragée à une bouée, parce que sans cet espoir, il ne me restait rien. Les semaines suivantes, j'ai essayé d'être celle qu'Élisa voulait que je sois. J'ai arrêté de les inviter tous les dimanches. J'ai arrêté de passer sans prévenir. J'ai arrêté de cuisiner pour Gédéon. Je me suis faite petite, discrète, inexistante. J'espérais qu'en m'effaçant, elle me laisserait une place, même petite, même ridicule. Juste une place. Mais Élisa ne voulait pas me laisser une place. Elle voulait que je disparaisse. Un matin, Gédéon m'a appelé. « Maman, on a trouvé un appartement. C'est parfait. Mais on a besoin d'un apport. » Mon cœur s'est serré. « Tu veux que je... » « Oui, si tu pouvais nous prêter de l'argent. Ou si tu voulais vraiment réfléchir à vendre ton appartement. » Gédéon. « Juste y réfléchir, maman. S'il te plaît. Pour moi. Pour moi. » Ces mots-là, je ne pouvais pas les ignorer. Alors j'ai dit oui. J'ai dit que j'allais y réfléchir. J'ai dit que je ferais tout pour l'aider. Parce que c'était mon fils. Et qu'une mère ferait n'importe quoi pour son enfant. Même s'annuler. Même disparaître. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'ai passé des nuits entières à réfléchir. Assise dans le salon, dans le fauteuil où Henri s'installait autrefois pour lire, je regardais les murs de cet appartement. Chaque pierre racontait une histoire. Le parquet ancien où Gédéon avait fait ses premiers pas. La bibliothèque en chêne que Henri avait construite de ses mains. Le piano où il jouait Chopin les soirs d'hiver. La fenêtre donnant sur la cour intérieure où je m'asseyais pour tricoter en l'attendant. Comment pouvais-je vendre tout ça? Comment pouvais-je effacer 32 ans de vie? Mais chaque fois que je pensais dire non, je revoyais le visage de Gédéon, ses yeux fatigués, sa voix suppliante. Pour moi, maman. Et je me disais que peut-être, si je faisais ce sacrifice, il reviendrait. Que peut-être, en l'aidant, je regagnerais sa confiance. Que peut-être, Élisa me laisserait enfin entrer dans leur vie. J'étais prête à tout, même à me trahir moi-même. Un mardi matin, j'ai pris rendez-vous avec mon notaire, Maître Beaumont, un homme de 75 ans, cheveux blancs, lunettes rondes, qui avait connu Henri. Quand je lui ai expliqué que je voulais vendre l'appartement, il a froncé les sourcils. « Océane, vous en êtes sûre ? » ?»« Oui, c'est pour aider mon fils. » Il a retiré ses lunettes, m'a regardé longuement. « Henri m'avait fait promettre de veiller sur vous. Je sais. Cet appartement, c'est votre sécurité, votre patrimoine. Si vous le vendez, vous n'aurez plus rien. J'aurai mon fils. » Il a secoué la tête tristement. « Océane, pardonnez-moi, mais êtes-vous certaine que votre fils a vraiment besoin de cet argent? Ou est-ce sa femme qui... C'est pour leur avenir, pour fonder une famille. » Il a soupiré. « Très bien, si c'est votre décision. Mais laissez-moi au moins faire une estimation. Et réfléchissez encore. Prenez votre temps. » « Merci, maître. » En sortant de son étude, j'ai marché jusqu'au jardin du Luxembourg. Je me suis assise sur un banc, près du bassin. Les enfants jouaient avec leurs petits bateaux. Leur rire résonnait dans l'air frais d'avril. Je les ai regardés longtemps, et je me suis surprise à imaginer mes futurs petits-enfants ici, avec moi, courant, riant. Cette image m'a donné la force de continuer. Le soir même, j'ai appelé Gédéon. « Mon chéri, j'ai vu le notaire. On va mettre l'appartement en vente. » Il y a eu un silence. Puis, sa voix, étrange, comme soulagée, mais aussi coupable. « Maman, tu es sûre ? » ?»« Oui, c'est pour toi, pour vous, pour vos enfants. » Nouveau silence. « Merci, maman. Tu pourras venir dîner ce week-end ? On pourrait en parler, faire des plans, décider où je vais habiter après. Ce week-end, on est pris, mais bientôt, promis. » « D'accord, bientôt alors. » J'ai raccroché. Et j'ai attendu ce bientôt qui ne venait jamais. Les semaines ont passé. Gédéon ne rappelait pas. Quand j'appelais, il répondait brièvement. Toujours pressé, toujours occupé. « Désolé, maman. Je suis en réunion. Pardon, maman. Élisa m'attend. Je te rappelle, maman. Promis. » Mais il ne rappelait jamais. Alors j'ai commencé à lui envoyer des messages, des petits messages, discrets, pour ne pas le déranger. « Bonjour, mon chéri. J'espère que tu vas bien. Je pense à toi. Maman. Le notaire a estimé l'appartement à 1,2 million. On pourra en discuter quand tu veux. J'ai fait ton bœuf bourguignon aujourd'hui.
Il me reste des portions si tu veux passer. Parfois, il répondait par un simple « Ok, merci, pas le temps ». D'autres fois, rien du tout. J'essayais de me convaincre qu'il était juste débordé, que c'était normal, que ça allait passer. Mais au fond de moi, je savais qu'il s'éloignait, et que je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Un jeudi après-midi, j'étais au marché. J'achetais des légumes pour la semaine, des tomates, des courgettes, du basilic, et soudain, je l'ai vu. Gédéon, de l'autre côté de la rue, il marchait main dans la main avec Elisa. Il riait, il semblait heureux, léger. Mon cœur a bondi. J'ai failli les appeler. Mais quelque chose m'a retenu. Je les ai observés de loin. Elisa s'est arrêtée devant une boutique de vêtements. Elle a montré une robe dans la vitrine. Gédéon a hoché la tête. Ils sont entrés. Je suis resté là, figé, mon sac de courses à la main. Ils étaient à 10 minutes de chez moi. 10 minutes. Et ils ne m'avaient pas appelé, pas prévenu, pas invité. Ils avaient le temps de faire du shopping, mais pas de prendre un café avec moi. J'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose de fragile, de précieux, quelque chose que je ne pourrais jamais recoller. Ce soir-là, j'ai décidé d'agir. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de Gédéon. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Allô ? Gédéon, c'est maman. »« Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix était froide, distante. « Je vous ai vu cet après-midi, au marché. » Silence. « Ah, vous étiez dans le quartier. Vous auriez pu passer. »« On était pressés, maman. Pressés pour faire du shopping. » Il a soupiré. Ce soupir agacé. Celui qu'on fait quand quelqu'un nous ennuie. « Qu'est-ce que tu veux, maman ? » « Te voir. Juste te voir. Ça fait presque 1 mois. Je sais, mais on est débordés. Le boulot, l'appartement, tout ça. Justement, l'appartement, le mien. On devait en parler. Oui, bientôt. Quand bientôt ? Je ne sais pas, maman. Arrête de me harceler. Harceler. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Je ne te harcèle pas. Je veux juste, quoi ? Me voir tous les jours ? Contrôler ma vie ? Tu ne comprends pas que j'ai besoin d'espace ? Gédéon. Maman, il faut que tu acceptes que je ne suis plus un enfant, que j'ai ma vie, ma femme, mes projets. Je sais tout ça, mais je suis ta mère. Et alors, ça ne veut pas dire que tu peux tout exiger de moi. J'ai senti les larmes couler. Je n'exige rien. Je veux juste faire partie de ta vie. Il y a eu un silence, puis une voix, en arrière-plan. La voix d'Elisa. Gédéon, viens, on doit y aller. J'arrive. Puis à moi. Maman, je dois te laisser. Attends, je te rappelle. Quand ? Bientôt. Il a raccroché. Je suis resté là, le téléphone collé à l'oreille, à écouter la tonalité. Et j'ai pleuré. Longtemps. Les jours suivants, j'ai arrêté d'appeler. J'ai arrêté d'envoyer des messages. Je me suis dit que peut-être, s'il ne me sentait plus harcelante, il reviendrait de lui-même. Mais il n'est pas revenu. Alors j'ai fait ce que toute mère désespérée fait. J'ai regardé ses réseaux sociaux. Gédéon ne postait jamais beaucoup. Mais Elisa, elle, oui. Instagram, Facebook, LinkedIn. Sa vie était étalée là, en photo parfaite, en story soignée. Et c'est là que j'ai vu. Des photos d'eux, en terrasse, au restaurant, en week-end à Deauville, à un vernissage, à un dîner entre amis. Il souriait, il rayonnait. Et moi, je n'étais nulle part, pas une mention, pas une photo, pas un mot. Comme si je n'existais pas, comme si je n'avais jamais existé. Puis, un dimanche soir, j'ai vu une story. Elisa, dans leur salon, un verre de champagne à la main. Légende. Celebrating new beginnings with the people who matter. En arrière-plan, une dizaine de personnes. Des amis, des collègues, et Gédéon, souriant, un bras autour des épaules d'Elisa. Ils avaient organisé une fête. Un dimanche, notre jour, et ils ne m'avaient pas invité. J'ai posé le téléphone. J'ai éteint la lumière. Et je me suis allongée dans le noir. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Gédéon. Pas un appel. Un message. Maman, on a signé pour l'appartement. On aura besoin de l'argent dans 3 semaines. Le notaire va te contacter. Merci. Merci. Comme si j'étais une banque. Comme si j'étais un service. J'ai relu le message 10 fois. Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « On pourrait se voir ?» Juste « On aura besoin de l'argent. » C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre. Vraiment comprendre. Elisa ne voulait pas seulement éloigner Gédéon de moi.
Elle voulait aussi mon argent, mon appartement, mon patrimoine. Elle avait tout planifié, le rapprochement, les critiques, l'isolement, la pression. Et Gédéon, aveuglé, manipulé, soumis, était devenu son complice. Mais je ne voulais toujours pas y croire. Pas encore. Alors j'ai décidé de faire une dernière tentative. Une dernière fois, j'allais essayer de lui parler, de lui ouvrir les yeux, de le sauver, même si, au fond, c'était moi qui me noyais. J'ai envoyé un message. « Gédéon, il faut qu'on parle. De l'appartement, de nous. Peux-tu venir dîner samedi? Juste toi et moi. » Il a répondu 2 heures plus tard. « Je ne peux pas sans Elisa. S'il te plaît, c'est important. Maman, arrête. Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant elle. » J'ai insisté. « Non, c'est entre toi et moi. » Il n'a pas répondu. Pendant 3 jours. Puis, finalement, « Ok, samedi, 19 heures. » Mais je ne reste pas longtemps. Ce samedi-là, j'ai tout préparé avec soin. Son plat préféré, son vin préféré, la table dressée comme autrefois. J'avais répété dans ma tête ce que j'allais lui dire, que je l'aimais, que je voulais son bonheur, mais que je sentais qu'il n'était plus lui-même, que je voulais juste comprendre, juste l'aider. À 19 heures, on a sonné. J'ai ouvert. Gédéon était là, avec Elisa. Mon cœur s'est effondré. Je t'avais dit, juste nous deux. Elisa a souri. Ce sourire froid que je connaissais maintenant par cœur. Gédéon m'a dit que vous vouliez parler de l'appartement. Ça me concerne aussi, non? Gédéon a baissé les yeux. Désolée, maman. Mais elle a raison. Je les ai laissés entrer. Et j'ai su, à cet instant précis, que j'avais déjà perdu. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en les laissant entrer. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Le dîner a commencé dans un silence glacial. J'avais préparé le bœuf bourguignon, celui que Gédéon aimait tant, celui qui nous rappelait Henri, nos dimanches, notre famille. Mais Gédéon n'a presque rien mangé. Elisa, elle, n'a pas touché son assiette. Je vous avais dit que j'étais végétarienne, Océane. Elle ne l'avait pas dit, pas cette fois-ci. Mais je n'ai rien répondu. Je me suis levée. J'ai préparé une salade en silence. Quand je suis revenue, ils chuchotaient. Ils se sont tus en me voyant. J'ai posé l'assiette devant Elisa. Voilà. Merci. Elle a pris sa fourchette, a piqué une feuille de salade, l'a regardée, l'a reposée. Pas faim, finalement. Gédéon a toussé. Maman, tu voulais nous parler? J'ai respiré profondément. Oui, de l'appartement. Elisa s'est redressée, soudain attentive. Oui? Vous avez signé les papiers? Non, pas encore. Son sourire s'est figé. Pourquoi? Le notaire vous a contacté, non? Oui, il m'a contacté. Alors? J'ai regardé Gédéon. J'ai besoin de comprendre quelque chose. Il a froncé les sourcils. Comprendre quoi? Pourquoi tu as besoin de cet argent si vite? Elisa a répondu à sa place. On vous l'a déjà dit. Pour acheter notre appartement. Pour notre avenir. Oui. Mais Gédéon a un bon salaire. Toi aussi? Vous pourriez emprunter? On emprunte déjà, mais on a besoin d'un apport conséquent. Conséquent comment? 300 000 €. Mon cœur s'est arrêté. 300 000? Oui, c'est ce qu'on vous avait dit. Non, vous aviez dit un apport, pas 300 000 €. Elisa a haussé les épaules. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Gédéon a posé sa main sur la mienne. Maman, on sait que c'est beaucoup, mais c'est un investissement. Pour nous, pour nos enfants. Vos enfants. Oui, tes petits-enfants. J'ai retiré ma main. Et après que je vous aurai donné cet argent, qu'est-ce qui se passera? Elisa a souri. Après, on pourra enfin construire notre vie, sereinement. Et moi, je vivrai où? Silence. Vous trouverez quelque chose. Un studio. Dans le 15e, peut-être. Ou à Montreuil. C'est plus abordable. Montreuil. Elle voulait que je quitte Paris, que je quitte mon quartier, mes souvenirs, ma vie, pour qu'ils puissent s'installer confortablement dans le leur. J'ai senti la colère monter. Une colère que j'avais retenue pendant des mois. Et si je refuse? Elisa a cligné des yeux. Pardon? Si je refuse de vendre, si je garde mon appartement. Elle a ri. Un rire sec, méprisant. Vous ne ferez pas ça. Pourquoi? Parce que vous êtes sa mère, et qu'une mère ne refuse rien à son fils. J'ai regardé Gédéon. C'est vrai? Tu penses comme elle? Il a détourné les yeux. Maman, on compte sur toi. Vous comptez sur moi, ou vous comptez sur mon argent? Elisa a posé ses couverts bruyamment. Franchement, Océane, vous êtes pathétique.
Vous vivez seul dans un appartement immense, entouré de fantômes. Vous n'avez pas d'amis, pas de vie, rien. Tout ce que vous avez, c'est Gédéon. Et vous le savez. Elisa, Gédéon a tenté de l'arrêter, mais elle a continué. Alors, oui, on vous demande de l'argent. Et alors, qu'est-ce que vous allez en faire de toute façon? Vous êtes vieille, seule, vous n'avez personne d'autre que nous. Alors, au lieu de jouer les martyrs, soyez reconnaissante qu'on vous garde encore dans nos vies. Les mots sont tombés comme des pierres. Gédéon n'a rien dit. Il n'a pas protesté. Il n'a pas défendu sa mère. Il est resté là, silencieux, complice. J'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Je me suis levée, lentement, calmement. Sortez. Elisa a ricané. Quoi? Sortez de chez moi. Océane. Maintenant. Gédéon s'est levé aussi. Maman, calme-toi. Me calmer? Elle vient de m'insulter dans ma propre maison. Et toi, tu n'as rien dit. Rien. Elle est énervée. Elle ne pensait pas... Si, elle pensait chaque mot. J'ai regardé Elisa droit dans les yeux. Vous croyez que je suis vieille, seule, pathétique. Vous croyez que je n'ai que Gédéon, que je n'ai rien. Elle a souri. Ce sourire arrogant que je détestais. C'est la vérité, non? Peut-être. Mais au moins, moi, j'ai une dignité. Son sourire s'est effacé. Sortez, les deux. Gédéon a tenté de s'approcher. Maman, non, ne m'appelle plus comme ça. Une mère, on la respecte, on la protège, on ne la laisse pas se faire humilier. Tu as fait ton choix, Gédéon. Tu l'as fait dès le premier jour. Maintenant, pars. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elisa a attrapé son sac. De toute façon, on n'a plus rien à faire ici. Elle s'est dirigée vers la porte. Gédéon l'a suivie. Puis, sur le seuil, il s'est retourné. Maman, pour l'argent. Il n'y aura pas d'argent. Quoi? Je ne vends pas? Elisa est revenue sur ses pas, furieuse. Vous ne pouvez pas faire ça. Si, je peux. C'est mon appartement. Mais on compte sur cet argent. Ce n'est pas mon problème. Vous êtes égoïste? Non. Je suis lucide. Gédéon est resté figé. Maman, tu ne peux pas nous faire ça. Vous faire quoi? Garder ce qui m'appartient? Mais, on a signé. Ce n'est pas mon problème. Vous n'aviez qu'à me demander avant de signer. Elisa a explosé. Espèce de vieille folle. Vous allez le regretter. Sortez, ou j'appelle la police. Gédéon a pris Elisa par le bras. Viens, on s'en va. Il m'a lancé un dernier regard. Un regard que je n'oublierai jamais. Un regard de haine. Puis, il a claqué la porte. Je suis restée debout, immobile. J'ai entendu leurs pas dans l'escalier. Leurs voix, leurs cris étouffés. Puis le silence. Je me suis assise. J'ai regardé la table. Le bœuf bourguignon intact. Les verres pleins. Les bougies consumées. Et j'ai pleuré. Pas de rage, pas de tristesse, de soulagement. Parce que, pour la première fois depuis des mois, j'avais dit non. Pour la première fois, j'avais choisi ma dignité. Même si ça signifiait perdre mon fils. Les jours suivants, Gédéon n'a pas appelé. Pas un message, pas un mot. Le silence était assourdissant. Mais je ne cédais pas. Je ne vendais pas. Puis, un matin, 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de ma voisine, Madame Leclerc. « Océane, vous êtes chez vous? » « Oui. Pourquoi? » « Parce qu'il y a des déménageurs devant votre porte. » Mon sang s'est glacé. « Des déménageurs? » « Oui. Avec des cartons. Ils disent qu'ils viennent chercher vos affaires. » J'ai raccroché. J'ai couru jusqu'à la porte. J'ai ouvert. Et là, dans le couloir, 2 hommes en bleu de travail. « Madame Poirier? »« Oui. Qu'est-ce que vous faites là? On vient déménager vos affaires. »« Quoi? Votre fils a signé un mandat. Il nous a donné les clés. »« Les clés? Quelles clés? » L'un d'eux a sorti un trousseau. Les clés de mon appartement. Les clés que j'avais données à Gédéon. Pour les urgences. Il n'a pas le droit. Il est votre fils. Il a signé. On a un mandat légal. Mais c'est mon appartement. Désolée, madame. On fait juste notre travail. Ils sont entrés. J'ai essayé de les arrêter. Mais ils étaient 2. Costauds. Déterminés. Ils ont commencé à emballer mes affaires. Mes livres, mes vêtements, mes souvenirs. Arrêtez. Arrêtez ça immédiatement. J'ai appelé Gédéon. Il n'a pas décroché. J'ai appelé 10 fois, 20 fois, rien. Puis, finalement, un message. De sa part. Maman, tu as eu ta chance. Tu as refusé de nous aider. Alors, on prend ce qui nous revient. L'appartement sera vendu.
Elisa a trouvé un acheteur. Tu seras relogé. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Comme si c'était normal. Comme si c'était juste. J'ai appelé Maître Beaumont. Ils ne peuvent pas faire ça, n'est-ce pas? Légalement, non. Mais s'ils ont un faux mandat, ça peut prendre du temps de tout bloquer. Combien de temps? Des semaines. Des mois. Mais je n'ai pas des mois. Ils sont là maintenant. Appelez la police. J'ai appelé. Ils sont venus. Mais les déménageurs avaient disparu. Avec une partie de mes affaires. Mes vêtements. Mes bijoux. Le carnet de recettes de ma mère. Et la photo d'Henri. La photo que j'avais gardée sur le piano pendant 8 ans. Ils l'avaient prise. Ce soir-là, j'ai compris. Gédéon ne reviendrait jamais. Elisa avait gagné. Elle l'avait retourné contre moi, transformé en instrument. Et lui, aveuglé, soumis, l'avait laissé faire. J'étais seule, vraiment seule, mais je refusais de me laisser détruire. Alors j'ai pris une décision que je n'aurais jamais cru possible quelques mois plus tôt. J'allais partir, loin d'eux, loin de cette douleur. J'allais disparaître et recommencer, même à 59 ans, même sans rien, parce que j'avais encore ma dignité et qu'elle valait plus que tout l'or du monde. Le lendemain matin, j'ai réservé un billet de train pour la Bretagne, là où j'avais passé 3 semaines, quelques mois plus tôt, là où j'avais respiré, où j'avais rêvé. J'ai emballé ce qui me restait, quelques vêtements, quelques livres, et je suis partie, sans un mot, sans un adieu. 3 jours plus tard, alors que j'étais installée dans une petite chambre d'hôtel face à la mer, j'ai reçu un appel de Maître Beaumont. « Océane, il faut que vous rentriez, tout de suite. » Pourquoi? Ils ont mis l'appartement en vente, avec une procuration falsifiée. Quoi? Gédéon a signé des documents en votre nom. Il ne peut pas faire ça. Si vous ne réagissez pas, ils vont vendre. Et vous ne pourrez rien faire. J'ai fermé les yeux. Combien de temps j'ai? 2 semaines, maximum. Je rentre. Mais quand je suis rentrée, 2 jours plus tard, c'était trop tard. L'appartement avait été vendu, à un prix dérisoire. Gédéon avait empoché l'argent. Et quand je suis arrivée devant chez moi, mes affaires étaient sur le trottoir. Mes valises, mes cartons, mes souvenirs, jetés comme des déchets, et sur l'une des valises, un mot, de la main de Gédéon. « Maman, pardonne-moi. Elisa m'a fait choisir entre elle et toi. Il n'y a plus de place pour toi ici. Je suis restée là, sous la pluie, à regarder ma vie étalée sur le trottoir, et j'ai compris que tout était fini, que mon fils m'avait trahi, que j'avais tout perdu. Ma maison, mon passé, mon avenir, tout. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette femme qu'il venait de jeter allait se relever, plus forte, plus déterminée, et qu'un jour, il verrait mon visage, et qu'il regretterait. Je suis restée sur ce trottoir pendant 1 heure, peut-être plus. Le temps avait perdu tout sens. Les passants me regardaient. Certains détournèrent les yeux, gênés. D'autres ralentissaient, curieux, avant de presser le pas. J'étais devenue un spectacle. Une vieille femme abandonnée au milieu de ses affaires. Une scène qu'on voit dans les films. Pas dans la vraie vie. Pas dans le 7e arrondissement de Paris. Pas à une femme comme moi. Madame Leclerc, ma voisine, est descendue. Elle tenait un parapluie. Elle l'a ouvert au-dessus de moi. « Océane, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je n'ai pas pu répondre. Ma gorge était nouée. Elle a posé sa main sur mon épaule. « Venez, montez chez moi, on va appeler quelqu'un. »« Appeler qui? La police? Un avocat? Votre fils? » « Non. »« Mais Océane? » ?»« Non. » J'ai regardé mes valises, mes cartons détrempés. Le carton où était rangée la vaisselle de ma grand-mère. Celui où j'avais mis les dessins de Gédéon enfant. Celui avec les lettres d'Henri. Tout était là, exposé, humilié, comme moi. Aidez-moi juste à ranger tout ça. Ranger? Mais où? N'importe où. Dans votre cave, dans la rue, je ne sais pas. Océane, s'il vous plaît. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Et ensemble, on a commencé à déplacer mes affaires. Une valise, un carton, une autre valise. C'était pathétique. Mais c'était tout ce qui me restait. Madame Leclerc m'a hébergée cette nuit-là. Elle m'a donné sa chambre d'amis. Un lit étroit, des draps qui sentèrent la lavande. Je me suis allongée, tout habillée, et j'ai fixé le plafond. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas pleuré non plus. J'étais vide, vidée. Le lendemain matin, Madame Leclerc m'a apporté du café. « Vous avez mangé quelque chose ?»« Non. Il faut manger, Océane. Je n'ai pas faim.
Elle s'est assise au bord du lit. Qu'allez-vous faire? Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas rester comme ça? Je sais. Vous voulez que j'appelle Gédéon? Non. Mais je ne veux plus jamais entendre son nom. Elle a soupiré. Océane, c'est votre fils. Non. Mon fils est mort. Les mots sont sortis tout seuls. Froid. Définitif. Madame Leclerc n'a rien ajouté. 2 jours plus tard, j'ai trouvé un hôtel. Un petit hôtel dans le 15e arrondissement. Pas cher, pas luxueux, mais propre. Une chambre au 5e étage, sans ascenseur, avec une fenêtre donnant sur une cour grise. J'ai payé pour 1 semaine, avec ce qui me restait sur mon compte. Pas beaucoup. Gédéon avait vidé notre compte joint. Celui où on mettait l'argent des charges de l'appartement. Il avait tout pris, jusqu'au dernier centime. Les jours suivants, j'ai essayé de comprendre, de reconstruire ce qui s'était passé. J'ai appelé Maître Beaumont. Comment ont-ils pu vendre sans mon accord? Ils ont utilisé une procuration, fausse bien sûr, mais apparemment bien imitée. Et l'acheteur, il ne s'est pas posé de questions? L'acheteur, c'était une société, anonyme, probablement montée par Elisa elle-même. Donc, elle a tout organisé. Oui, depuis le début. Et Gédéon? Maître Beaumont a hésité. Gédéon a signé les papiers. Donc, il savait. Oui, il savait. Mon cœur s'est brisé une nouvelle fois. Qu'est-ce que je peux faire? Porter plainte. Mais ça prendra des mois, des années peut-être, et même si vous gagnez, l'argent aura disparu. Donc je n'ai rien. Je suis désolée, Océane, vraiment désolée. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai pleuré. Vraiment pleuré. Jusqu'à ce que mes larmes se tarissent. Un matin, alors que je buvais mon café dans la chambre d'hôtel, j'ai reçu un message, d'un numéro inconnu. J'ai hésité avant d'ouvrir. Et quand je l'ai lu, mon sang s'est glacé. Océane, c'est Gédéon. J'ai changé de numéro. Je voulais juste te dire que je suis désolée. Mais tu ne nous as pas laissé le choix. Tu as refusé de nous aider. Alors on a dû agir. Elisa dit que tu vas bien, que tu as trouvé un endroit où vivre. C'est mieux comme ça. Pour tout le monde. Ne cherche plus à me contacter. S'il te plaît. J'ai relu le message 10 fois. Tu ne nous as pas laissé le choix. C'est mieux comme ça. Ne cherche plus à me contacter. Il m'abandonnait. Définitivement. Sans remords. Sans regret. J'ai voulu répondre. J'ai tapé des dizaines de messages. Comment as-tu pu? Je suis ta mère. Tu m'as volé. Je ne te pardonnerai jamais. Mais je les ai tous effacés. Parce qu'au fond, je savais que ça ne servirait à rien. Gédéon était perdu. Elisa l'avait détruit. Et il avait accepté de l'être. Alors j'ai juste écrit « Au revoir, Gédéon ». 2 mots. Puis, j'ai bloqué son numéro. Les semaines suivantes ont été les plus dures de ma vie. J'avais 59 ans. Pas de maison. Pas d'argent. Pas de famille. Rien. Je vivais dans une chambre d'hôtel miteuse avec une valise et quelques cartons. Je mangeais des sandwichs achetés à la supérette du coin. Je marchais dans Paris pendant des heures, sans but, juste pour ne pas rester enfermé. Je regardais les gens vivre, les couples, les familles, les enfants qui riaient avec leur grand-mère, et je me demandais ce que j'avais fait de mal, où j'avais échoué, comment j'en étais arrivé là. Un soir, alors que je rentrais à l'hôtel, j'ai croisé une femme de mon âge, peut-être un peu plus jeune. Elle était assise sur un banc, près de la station de métro. Elle portait un manteau élimé, des chaussures usées. À côté d'elle, un sac plastique avec quelques affaires. Elle était sans abri. Et en la voyant, j'ai eu peur. Peur de devenir comme elle. Peur de finir dans la rue. Seule. Oubliée. Cette nuit-là, je ne me suis pas couchée. Je suis restée assise sur le lit, à réfléchir, à tout ce qui s'était passé, à tout ce que j'avais perdu, mais aussi à tout ce qui me restait. Et je me suis rendu compte que j'avais encore quelque chose qu'Elisa et Gédéon ne pourraient jamais me prendre. Ma volonté, mon intelligence, mon expérience. J'avais vécu 59 ans. J'avais élevé un enfant seul après la mort d'Henri. J'avais géré un appartement, des finances, une vie. J'avais survécu à la douleur. Et j'allais survivre à celle-ci aussi. Mais cette fois, je ne survivrai pas pour eux. Je survivrai pour moi. Le lendemain matin, je suis allée à la bibliothèque municipale. J'ai emprunté des livres sur la création d'entreprises, sur la reconversion professionnelle, sur les femmes qui avaient recommencé à zéro après 50 ans. J'ai lu pendant des heures, des jours, des semaines, et petit à petit, une idée a germé, une idée folle,
Une idée qui aurait semblé impossible quelques mois plus tôt, mais qui, maintenant, était la seule chose qui me donnait envie de me lever le matin. Avant de rencontrer Henri, j'avais étudié les arts décoratifs. J'aimais la décoration, l'agencement, la beauté des espaces. Mais après mon mariage, j'avais tout abandonné pour m'occuper de notre foyer, de Gédéon. J'avais mis mes rêves de côté, pendant 30 ans. Mais ces rêves étaient toujours là, enfouis, oubliés, mais vivants. Alors j'ai décidé de les ressusciter. J'allais créer une entreprise de décoration d'intérieur, pour les femmes comme moi. Les femmes qui avaient tout perdu, les femmes qui voulaient recommencer, les femmes qui cherchèrent la beauté dans les ruines. Je n'avais pas d'argent, pas de réseau, pas de bureau, mais j'avais une idée et une rage silencieuse qui me donnait une énergie que je n'avais jamais connue. J'ai commencé petit, j'ai créé un compte Instagram, j'ai posté des photos de pièces que j'avais redessinées dans ma tête, des croquis, des moodboards, des conseils pour transformer un espace avec peu de moyens. J'ai utilisé ma chambre d'hôtel comme premier projet. J'ai acheté quelques objets dans des brocantes, un vase, un coussin, un cadre. J'ai tout réaménagé et j'ai pris des photos. Avant, après. Les gens ont commencé à suivre mon compte. 10 personnes, puis 100, puis 1000. Des femmes, surtout. Des femmes qui me comprenaient. Des femmes qui avaient traversé des épreuves, qui cherchaient à se reconstruire. Un jour, j'ai reçu un message d'une femme qui avait vu mon travail. « Bonjour Océane, je viens de divorcer, je viens de m'installer dans un studio. Je ne sais pas par où commencer. Pourriez-vous m'aider ?» C'était ma première cliente. Je l'ai rencontrée. On a parlé, longtemps, de sa vie, de ses rêves, de ce qu'elle voulait créer, et je lui ai conçu un espace, avec presque rien, mais avec beaucoup de cœur. Elle a pleuré en voyant le résultat. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci. Elle m'a payé. Pas beaucoup, mais assez pour croire que c'était possible. Les mois ont passé. J'ai enchaîné les projets, de plus en plus. Des studios, des appartements, des maisons, des femmes divorcées, des veuves, des mères seules. Toutes cherchaient la même chose, un nouveau départ. Et je le leur donnais, pas juste en décorant leurs espaces, mais en les écoutant, en les comprenant, en leur montrant qu'il était possible de recommencer, même à 50 ans, 60 ans, même après avoir tout perdu. 6 mois après avoir été jeté sur ce trottoir, j'avais une petite entreprise. Rien de grand, rien de spectaculaire. Mais c'était à moi, et ça fonctionnait. J'avais quitté l'hôtel, j'avais loué un petit appartement dans le 11e. Simple, lumineux, paisible. Mon premier chez moi depuis des mois. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Un vrai sourire. Mais je ne pensais pas que ça s'arrêterait là. Parce qu'un jour, j'ai reçu un email d'une journaliste de Forbes France. « Madame Poirier, nous avons découvert votre travail sur Instagram. Votre histoire est inspirante. Nous aimerions faire un article sur vous, sur votre parcours, sur votre entreprise. Seriez-vous d'accord pour une interview ?» J'ai relu l'email 10 fois. Forbes France? Moi. Une femme de 59 ans qui, 6 mois plus tôt, vivait dans une chambre d'hôtel. C'était impossible. Et pourtant, j'ai dit oui. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? L'interview avec Forbes France devait avoir lieu un mardi après-midi, dans un café du 6e arrondissement. Le café de Flore, un endroit que je n'avais pas fréquenté depuis des années. Un endroit où Henri m'emmenait autrefois, le dimanche, pour lire les journaux en buvant un chocolat chaud. Quand la journaliste m'a proposé ce lieu, j'ai hésité. Trop de souvenirs. Mais j'ai dit oui quand même, parce que j'avais appris quelque chose ces derniers mois. On ne fuit pas le passé, on apprend à vivre avec. La journaliste s'appelait Camille Arnaud, une femme d'une 40aine d'années. Cheveux courts, regard vif, sourire chaleureux. Elle m'attendait déjà quand je suis arrivée. « Madame Poirier ? Oui, bonjour. Enchantée. Asseyez-vous, je vous en prie. » On s'est installé près de la fenêtre. Elle a sorti son carnet, son téléphone pour enregistrer. Avant de commencer, je voulais vous dire, votre histoire m'a beaucoup touchée. Merci. Vous savez, on reçoit des centaines de témoignages chaque mois. Mais le vôtre, il est différent. Différent comment? Parce qu'il n'y a pas de colère, pas de victimisation, juste de la force. J'ai souri doucement. La colère, j'ai appris à la transformer. En quoi? En volonté. Elle a souri aussi.
C'est exactement pour ça qu'on veut parler de vous. L'interview a duré 2 heures. Elle m'a posé des questions sur tout. Mon enfance, mon mariage avec Henri, Gédéon, Elisa, la trahison, l'appartement, la rue, la reconstruction. Je lui ai tout raconté, sans rien cacher, sans rien embellir. Parfois, ma voix tremblait. Parfois, je devais m'arrêter pour reprendre mon souffle. Mais je ne pleurais pas, plus maintenant. Les larmes, je les avais versées. Toutes. Océane. Une question difficile, si vous me permettez. Allez-y. Vous en voulez à votre fils? J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, des gens passaient. Pressés, heureux, vivants. Je lui en ai voulu? Longtemps? Et maintenant? Maintenant, je crois qu'il est plus à plaindre qu'à blâmer. Comment ça? Gédéon n'était pas un mauvais garçon. Il était juste faible, influençable. Vous pensez qu'Elisa l'a manipulé? Je n'en suis pas sûre, mais je crois qu'il a perdu quelque chose en chemin. Sa dignité, sa capacité à dire non. Et ça, c'est pire que de tout perdre matériellement. Camille a hoché la tête, silencieuse. Et vous? Comment avez-vous trouvé la force de repartir de zéro? Je n'avais pas le choix. Si, vous auriez pu vous effondrer, abandonner. Peut-être. Mais il y a eu un moment, un déclic. Lequel? J'ai vu une femme, dans la rue, sans abri. Elle avait mon âge. Et j'ai eu peur. Peur de devenir elle. Peur de disparaître. Alors je me suis dit, si je dois disparaître, que ce soit en ayant essayé. Et vous avez créé votre entreprise. Oui. Pourquoi la décoration? Parce que c'est ce que je sais faire. Créer de la beauté. Transformer des espaces. Mais surtout, parce que j'ai compris que beaucoup de femmes avaient besoin de ça. De recommencer. De se reconstruire. Pas juste physiquement. Émotionnellement. Vos clientes, ce sont toutes des femmes qui ont traversé des épreuves? Oui, des divorces, des deuils, des abandons. Et vous les aidez comment? Je les écoute. Je leur montre qu'un espace peut refléter qui elles sont vraiment. Pas ce qu'elles ont perdu, mais ce qu'elles peuvent devenir. Camille a arrêté d'écrire. Elle m'a regardé longuement. Vous savez, Océane, votre entreprise, ce n'est pas juste de la décoration. Non? Non, c'est de la thérapie. Après l'interview, Camille m'a dit que l'article sortirait dans 2 semaines. On va le mettre en couverture. En couverture? Oui, avec votre photo, votre histoire, votre message. Quel message? Qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Mon cœur s'est serré. Vous croyez vraiment que ça intéressera les gens? J'en suis certaine. Les 2 semaines suivantes, j'ai essayé de ne pas trop y penser. Je continuais à travailler. J'avais 3 nouveaux projets. Un appartement pour une femme divorcée dans le 17e, un studio pour une jeune veuve dans le 15e, une maison pour une mère célibataire en banlieue. Chaque projet me remplissait. Chaque cliente me donnait une raison de croire que ma douleur avait un sens, qu'elle pouvait servir à quelque chose, à quelqu'un. Un matin, Camille m'a appelé. Océane, le magazine est sorti. Déjà? Oui, je vous envoie une photo. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a vibré. J'ai ouvert l'image, et mon cœur s'est arrêté. C'était moi, en couverture de Forbes France, une photo prise pendant l'interview. J'étais assise près de la fenêtre du café de Flore, le regard tourné vers l'extérieur. Je portais ma robe grise, mes perles, mes cheveux étaient relevés en chignon. Je ressemblais à moi, mais en plus forte, en plus sereine. Et en gros titre, Océane Poirier. Après avoir tout perdu à 59 ans, elle reconstruit sa vie et aide des centaines de femmes à faire de même. J'ai relu le titre 10 fois, puis j'ai ouvert l'article. Il racontait tout. Mon mariage avec Henri, sa mort, Gédéon, Elisa, la manipulation, la trahison, l'appartement vendu, mes affaires sur le trottoir, et puis ma reconstruction, mon entreprise, mes clientes, mon message. C'était écrit avec respect, avec justesse, sans apitoiement. Juste la vérité. Dans l'heure qui a suivi, mon téléphone a explosé. Des messages, des emails, des appels. Des femmes qui voulaient me remercier. Des femmes qui pleuraient en lisant mon histoire. Des femmes qui me disaient qu'elles avaient vécu la même chose. Des journalistes qui voulaient m'interviewer. Des entreprises qui voulaient collaborer. C'était surréel. Mais le message qui m'a le plus marqué est venu d'une inconnue. Une femme qui s'appelait Sophie. Elle avait 62 ans. Elle venait de perdre son mari, sa maison, ses économies. Elle était sur le point d'abandonner.
Et elle avait lu mon histoire. Madame Poirier, je ne vous connais pas, mais vous m'avez sauvée. Aujourd'hui, j'avais décidé que c'était fini, que je n'avais plus la force. Et puis j'ai vu votre visage sur cette couverture. J'ai lu votre histoire. Et j'ai compris que si vous aviez pu, moi aussi je pouvais. Merci. Merci d'exister. J'ai relu ce message en pleurant. Mais cette fois, c'était à tas des larmes de gratitude. Parce que ma douleur avait servi. Parce que ma reconstruction avait inspiré. Et parce que, pour la première fois depuis des mois, je me sentais utile. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité avant de décrocher. Allô? Océane? La voix m'a glacée. C'était Gédéon. Mon premier réflexe a été de raccrocher. Mais quelque chose m'a retenu. Qu'est-ce que tu veux? J'ai vu le magazine. Silence. Et je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Que tu avais réussi. J'ai ri. Un rire amer. Réussi? Tu appelles ça réussir? Reconstruire après que tu m'aies tout volé? Maman, ne m'appelle plus comme ça. S'il te plaît, laisse-moi parler. Pourquoi? Pour que tu me supplies de te pardonner? Pour que tu me dises que tu regrettes? Oui? Non? Maman, je t'ai dit de ne plus m'appeler comme ça. Océane, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Une erreur? Tu as volé mon appartement. Tu m'as jeté à la rue. Tu as disparu pendant 6 mois. Et maintenant, parce que tu me vois en couverture d'un magazine, tu reviens? Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Silence. Puis, sa voix, faible, cassée. Elisa est partie. Mon cœur a bondi. Quoi? Elle m'a quitté. Il y a 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus riche, de plus influent. Et l'argent? L'appartement? Elle a tout pris. Tout. J'aurais dû ressentir de la satisfaction, de la joie, de la vengeance. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était du vide. Alors tu m'appelles parce que tu as tout perdu. Comme moi. Non, je t'appelle parce que j'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. Compris quoi? Que j'ai détruit la seule personne qui m'aimait vraiment. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai retenues. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Gédéon? Je veux te demander pardon. Non, maman, non. Parce que pardon ne suffit pas. Pardon n'efface pas ce que tu m'as fait. Pardon ne me rend pas mon appartement. Mon passé. Ma dignité. Je sais. Alors pourquoi tu appelles? Silence. Puis dans un souffle, parce que j'ai besoin de toi. Et c'est là que j'ai compris que même après tout, même après la trahison, même après l'abandon, il pensait encore que je serais là, que je le sauverais, parce que j'étais sa mère. J'ai respiré profondément. Gédéon, je ne peux pas t'aider. Pourquoi? Parce que tu dois apprendre à te sauver toi-même. Comme moi, j'ai dû le faire. Mais tu as fait des choix, des mauvais choix. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Maman, arrête, s'il te plaît. Arrête de m'appeler comme ça. Parce que tu as renoncé à être mon fils le jour où tu as signé ces papiers. Je regrette, moi aussi. Mais les regrets ne changent rien. Alors, c'est fini? J'ai fermé les yeux. Oui, c'est fini. Est-ce que je peux au moins te voir? Une fois? Non. Pourquoi? Parce que te voir me ferait mal. Et j'ai déjà eu assez mal. Silence. Puis, sa voix brisée. Je t'aime, maman. Si tu m'avais vraiment aimé, tu ne m'aurais jamais fait ça. J'ai raccroché. Et j'ai pleuré. Longtemps. Mais cette fois, je ne pleurais pas de désespoir. Je pleurais de libération. Parce que j'avais dit non, encore une fois. Et que ce non-là m'avait libéré. Définitivement. Les semaines suivantes, mon entreprise a explosé. Grâce à Forbes. Grâce à mon histoire. J'ai reçu des centaines de demandes. J'ai dû embaucher 2 assistantes. Louer un vrai bureau. Agrandir mon équipe. Mon chiffre d'affaires a été multiplié par 10. Je ne vivais plus dans un petit appartement du 11e. J'avais acheté un loft dans le Marais. Lumineux. Moderne. À moi. Un espace qui me ressemblait. Pas à mon passé. À moi. Aujourd'hui. Et chaque jour, je recevais des messages de femmes. Des femmes qui me remerciaient. Des femmes qui me disaient que mon histoire leur avait donné de l'espoir. Et c'est ça qui me faisait tenir. Pas la réussite. Pas l'argent. Pas la reconnaissance. Mais savoir que ma douleur avait servi. Qu'elle avait aidé. Qu'elle avait transformé. 6 mois après la parution de l'article, j'ai reçu un email. D'une fondation.
Il voulait que je parle lors d'une conférence sur la reconstruction après 50 ans, sur la résilience, sur la transformation de la douleur en force. J'ai dit oui. Le jour de la conférence, il y avait 300 personnes dans la salle. Des femmes surtout, de tous âges, de tous horizons. Quand je suis montée sur scène, mon cœur battait fort. Mais dès que j'ai commencé à parler, tout s'est calmé. J'ai raconté mon histoire, encore. Et à la fin, quand j'ai dit « Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux », alors tout cela aura eu un sens. La salle s'est levée et a applaudi. Longtemps. En sortant, une femme m'a arrêtée. Elle pleurait. « Merci. Merci d'avoir eu le courage de parler. C'est moi qui vous remercie d'avoir écouté. Vous savez, mon fils aussi m'a abandonné. Mon cœur s'est serré. Je suis désolée. Mais grâce à vous, j'ai compris que je pouvais survivre. » Elle m'a serré dans ses bras. Et j'ai compris que ma vie, ma douleur, ma reconstruction, tout avait un sens. 1 an après la parution de l'article dans Forbes, ma vie avait complètement changé. Mon entreprise, Renaissance Intérieure, employait maintenant 15 personnes. On avait des bureaux dans le 3e arrondissement. Moderne, lumineux, chaleureux. On accompagnait plus de 200 clientes par an. Des femmes en reconstruction, des femmes en transition, des femmes en renaissance. J'avais publié un livre, Recommencer après tout perdre, un best-seller. J'étais invitée dans des émissions de télévision, des podcasts, des conférences internationales. Mais ce qui me rendait le plus fier, ce n'était pas le succès. C'était les messages, les centaines de messages que je recevais chaque semaine. Des femmes qui me disaient « Grâce à vous, j'ai quitté mon mari violent. Grâce à vous, j'ai retrouvé ma dignité. Grâce à vous, j'ai compris que la vie ne s'arrête pas à 60 ans. » Ça, c'était ma vraie réussite. Un mardi matin de novembre, alors que je préparais une présentation pour un salon professionnel, mon assistante, Léa, est entrée dans mon bureau. « Océane, il y a quelqu'un qui veut vous voir. »« Qui ?» ?»« Il dit qu'il s'appelle Gédéon. » Mon cœur s'est arrêté. « Gédéon ? Oui. Il est en bas. Il dit que c'est important. » Je n'avais pas revu mon fils depuis ce jour sur le trottoir. Depuis plus d'1 an. J'avais refusé tous ses appels, bloqué tous ses messages. Je l'avais effacé de ma vie, comme lui m'avait effacé de la sienne. « Dites-lui que je suis occupée. » Léa a hésité. « Il dit qu'il attendra, le temps qu'il faudra. » J'ai soupiré. « Faites-le monter. » Quelques minutes plus tard, on a frappé à la porte. « Entrez. » La porte s'est ouverte. Et j'ai vu Gédéon. Mais ce n'était plus le Gédéon que j'avais connu. Il avait maigri. Beaucoup. Ses cheveux grisonnaient, ses yeux étaient cernés, ses vêtements froissés. Il ressemblait à un homme brisé. « Bonjour, maman. » J'ai tressailli en entendant ce mot, mais je n'ai rien dit. « Assieds-toi. » Il s'est assis en face de moi. Ses mains tremblaient. « Merci de me recevoir. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour pouvoir me regarder dans un miroir. » Il a baissé les yeux. « Je comprends. » Silence. « Qu'est-ce que tu veux, Gédéon ? » « Te parler. »« De quoi ? » ?»« De tout. »« Tout ? Ça fait beaucoup. » Il a pris une grande inspiration. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Je sais que je t'ai fait du mal. Énormément de mal. Oui. Mais j'avais besoin de te voir, de te dire ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Elisa t'a quitté. Elle a pris l'argent. Tu as tout perdu. » Il a hoché la tête. « Oui, mais il y a autre chose. »« Quoi ?» Il a fermé les yeux. « Je suis malade. » Mon cœur s'est serré. « Malade comment ? » « Un cancer, du pancréas, stade avancé. » Le monde a vacillé autour de moi. « Quoi ? » Les médecins m'ont donné 6 mois, peut-être 1 an. J'ai voulu dire quelque chose, mais aucun mot ne sortait. Je suis désolé. » Il a secoué la tête. « Ne sois pas désolé. C'est le karma. » « Le karma ? Oui. J'ai détruit la seule personne qui m'aimait vraiment. Alors la vie me détruit en retour. C'est juste. Non, ce n'est pas juste. C'est... Si. C'est juste. Et je l'accepte. Silence. Pourquoi tu me dis ça ? Parce que je voulais que tu saches, avant qu'il soit trop tard. Savoir quoi ? Il a levé les yeux vers moi. Que j'ai eu tort. Que tu avais raison. Que j'aurais dû t'écouter. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai retenues. Et Elisa, elle sait ? Il a ri. Un rire amer. Elisa, elle est partie il y a 8 mois, avec un promoteur immobilier, un homme de 60 ans, veuf, riche, très riche. Elle t'a tout pris ? Tout. L'argent de la vente de ton appartement, mes économies, mes investissements. Elle avait tout planifié.
Depuis le début. Depuis le début? Oui. Elle m'a approché parce qu'elle savait que tu avais un appartement dans le 7e. Elle savait que ça valait une fortune. Elle a tout calculé. J'ai senti la nausée monter. Et toi? Tu ne t'es jamais douté de rien? Si, vers la fin. Mais je ne voulais pas voir. Je ne voulais pas croire que j'avais sacrifié ma mère pour une femme qui ne m'aimait pas. Alors tu as continué. Oui, par lâcheté, par orgueil, par aveuglement. Il a sorti quelque chose de sa poche, une photo. Il me l'a tendue. C'était la photo d'Henri, celle qui était sur le piano, celle qu'ils avaient volée. Je l'ai récupérée, dans les affaires qu'Elisa a laissées en partant. Elle l'avait jetée dans un carton, avec d'autres choses sans valeur, pour elle. J'ai pris la photo. Mes mains tremblaient. Henri me souriait, ce sourire doux que j'aimais tant. Merci, c'est le moins que je puisse faire. Gédéon s'est levé. Je vais te laisser. Je sais que tu es occupé. Attends. Il s'est retourné. Oui? Où tu vis maintenant? Dans un studio, à Montreuil, un 20 mètres carrés. Montreuil, l'endroit où Elisa voulait que j'aille. Le karma, vraiment. Et, tu as de quoi vivre? J'ai un petit boulot. Dans un supermarché. Je range les rayons. Mon fils, diplômé d'une grande école de commerce, qui travaillait dans la finance, rangeait maintenant des rayons. Et pour les soins, je suis suivie à l'hôpital public. Gédéon. Je ne suis pas venue pour te demander de l'aide, maman. Je suis venue pour te demander pardon. Tu l'as déjà fait. Oui. Mais cette fois, je le pense vraiment. Il a fait quelques pas vers la porte, puis il s'est arrêté. Tu sais, quand j'ai vu ta photo dans Forbes, j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que tu avais réussi. Sans moi. Malgré moi. Et que j'avais tout perdu. À cause de moi. Gédéon, j'ai essayé de te contacter. Plusieurs fois. Mais tu ne répondais jamais. Alors j'ai compris que c'était fini, que je t'avais perdu. Pour toujours. Tu ne m'as pas perdu. Tu m'as abandonné. Je sais, et je le regrette. Chaque jour, il est parti, et je suis restée seule dans mon bureau, avec la photo d'Henri, et un poids immense dans la poitrine. Les semaines suivantes, je n'ai pas arrêté de penser à Gédéon, à sa maladie, à sa solitude, à sa déchéance. Une partie de moi voulait l'aider. C'était mon fils après tout. Même après tout ce qu'il avait fait, mais une autre partie de moi refusait de le sauver encore, refusait de sacrifier ma dignité, refusait de revenir en arrière. Un soir, alors que je rentrais chez moi, j'ai reçu un appel, d'un numéro inconnu. « Allô? Madame Poirier? » « Oui, je suis le docteur Moreau, de l'hôpital Saint-Louis. Je m'occupe de votre fils, Gédéon. » Mon sang s'est glacé. « Oui? » Il a été hospitalisé ce matin. Son état s'est dégradé. Dégradé comment? Il est en soins palliatifs. Il n'en a plus pour longtemps. Combien de temps? Quelques jours. Une semaine peut-être. J'ai fermé les yeux. Il vous a demandé. Moi? Oui, il veut vous voir. J'ai passé la nuit à réfléchir. Devais-je aller le voir? Devais-je lui pardonner? Devais-je oublier tout ce qu'il m'avait fait? Le lendemain matin, je suis allée à l'hôpital. Gédéon était dans une chambre au 3e étage, seul. Quand je suis entrée, il dormait. Il était encore plus maigre qu'avant. Son visage, émacié, ses mains, squelettiques. Je me suis assise à côté de lui, et j'ai attendu. Au bout d'1 heure, il a ouvert les yeux. Il m'a vue, et il a souri, faiblement. « Maman, tu es venue. »« Oui, merci. »« De rien. » Il a essayé de se redresser, mais il n'avait plus la force. « Ne bouge pas. Je voulais juste... Chut, repose-toi. » Il a fermé les yeux. Puis, dans un murmure, « Je suis désolée. Je sais. Tu me pardonnes ?» J'ai hésité, longtemps. Puis j'ai dit « Je te pardonne. » Une larme a coulé sur sa joue. « Merci. Mais ça ne change rien. » Il a ouvert les yeux. « Quoi? Ça ne change pas ce que tu m'as fait. Ça ne me rend pas ma maison, mon passé, ma confiance. Je sais, mais je te pardonne, parce que tu es mon fils, et qu'une mère pardonne toujours, même quand elle ne devrait pas. » Il a souri. « Papa serait fier de toi. » Pourquoi? Parce que tu es forte, courageuse, digne, tout ce que je ne suis pas. Tu aurais pu l'être, oui, mais j'ai choisi la facilité. Et maintenant, je paie. 3 jours plus tard, Gédéon est mort, seul, dans cette chambre d'hôpital, sans Elisa, sans amis, juste moi. À ses funérailles, il n'y avait que 5 personnes. Moi, Madame Leclerc, Maître Beaumont,
2 anciens collègues. Pas d'Elisa. Elle n'était même pas venue. Elle avait disparu. Avec l'argent. Avec sa nouvelle vie. Sans un regard en arrière. En regardant le cercueil descendre, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. À la trahison. À la douleur. À la reconstruction. Et j'ai compris que la vie avait rendu justice. Pas de la manière que j'aurais voulu. Pas de la manière que j'aurais imaginée. Mais elle l'avait rendue quand même. Gédéon avait tout perdu. Sa santé, son argent, sa dignité, sa vie. Elisa, elle, continuait. Mais un jour, la vie la rattraperait aussi. Parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Quelques mois après les funérailles, j'ai reçu un email. D'une adresse inconnue. Objet. Vous aviez raison. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Et quand je l'ai lu, mon cœur s'est arrêté. Madame Poirier, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Marc Fontaine. J'étais le compagnon d'Elisa. Enfin, je croyais l'être. Je l'ai rencontrée il y a 1 an. Elle m'a dit qu'elle était veuve, qu'elle avait tout perdu, qu'elle cherchait juste quelqu'un pour l'aider à recommencer. Je l'ai cru. Je lui ai donné de l'argent, beaucoup d'argent, pour investir dans une entreprise qui n'a jamais existé. Elle est partie il y a 2 semaines, avec tout. Et en faisant des recherches, j'ai découvert votre histoire, celle de votre fils, et j'ai compris qu'elle avait fait la même chose à vous, à lui, à moi, et probablement à d'autres. Je voulais juste vous dire que vous aviez raison. Elle m'avait traité de folle. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Merci d'avoir partagé votre histoire. Elle m'a ouvert les yeux, même si c'était trop tard. Cordialement, Marc. J'ai relu l'email plusieurs fois, puis j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. Dehors, Paris brillait sous le soleil d'hiver, et j'ai souri. Pas de satisfaction, pas de vengeance, mais de paix. Parce que la vie avait fait son travail, sans que j'aie besoin de lever le petit doigt. Elisa continuerait à manipuler, à voler, à détruire. Mais un jour, elle tomberait. Comme tous ceux qui construisent leur vie sur les ruines des autres. Et moi, j'avais reconstruit. Pas sur les ruines, mais sur les fondations de ma propre dignité, de ma propre force, de ma propre lumière. Aujourd'hui, j'ai 62 ans. 3 ans se sont écoulés depuis ce jour sur le trottoir. 3 ans depuis que j'ai tout perdu, et tout retrouvé, différemment. Mon entreprise, Renaissance Intérieure, est devenue bien plus qu'une simple agence de décoration. C'est un mouvement, un refuge, un espace où les femmes viennent non seulement refaire leur intérieur, mais aussi reconstruire leur âme. On a maintenant des antennes dans 5 villes françaises, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille. On accompagne plus de 500 femmes par an. Des femmes qui, comme moi, ont traversé l'abandon, la trahison, la perte, et qui cherchent à se relever. Mais ce qui me touche le plus, ce ne sont pas les chiffres, ce sont les visages. Les femmes qui entrent dans mon bureau, le regard baissé, les épaules rentrées, la voix tremblante, et qui repartent, quelques mois plus tard, la tête haute, les yeux brillants, la voix assurée. Ça, c'est ma vraie fortune. Ce matin, je suis assise dans mon bureau. Devant moi, la photo d'Henri, celle que Gédéon m'a rendue avant de mourir. Je l'ai fait encadrer, avec soin, avec amour, et je l'ai posée ici, près de mon ordinateur, pas pour vivre dans le passé, mais pour me rappeler d'où je viens. Et combien j'ai marché pour arriver jusqu'ici. À côté de la photo, il y a le carnet de recettes de ma mère. Je l'ai récupéré il y a 6 mois, dans une brocante du 15e arrondissement. Quelqu'un l'avait acheté dans un lot, sans savoir ce que c'était. Je l'ai reconnu immédiatement. Les taches de sauce tomate, le coin corné, l'écriture de ma mère. J'ai payé 5 € pour le racheter. C'était dérisoire. Mais pour moi, ça valait tout l'or du monde. Sur mon bureau, il y a aussi une lettre. Une lettre que j'ai reçue hier, d'une femme qui s'appelle Jeanne. Elle a 57 ans. Son mari vient de la quitter pour une femme plus jeune. Il a vidé leur compte, vendu leur maison, disparu. Elle est seule, perdue, brisée. Et elle m'écrit « Madame Poirier, je ne sais pas si vous lirez ce message. Vous devez en recevoir des centaines. Mais je voulais vous dire que votre histoire m'a sauvée. Il y a 2 semaines, j'étais sur le point de tout abandonner. Je ne voyais plus aucune issue. Et puis j'ai lu votre livre, j'ai vu votre interview, j'ai compris votre parcours.
et j'ai réalisé que si vous aviez pu, moi aussi je pouvais. Alors je me suis levée, j'ai essuyé mes larmes, et j'ai commencé à reconstruire. Aujourd'hui, je viens de signer pour un petit studio. Rien de luxueux, mais c'est à moi. Et pour la première fois depuis des mois, je me sens vivante. Merci. Merci d'exister. Merci de partager votre lumière. Avec toute ma gratitude, Jeanne. Je relis cette lettre, encore et encore. Et chaque fois, mes yeux se mouillent. Pas de tristesse, de joie. Parce que c'est pour ça que j'ai vécu tout ça. Pour aider des femmes comme Jeanne. Pour leur montrer qu'il est possible de recommencer. Même à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Même après avoir tout perdu. On frappe à ma porte. Entrez. C'est Léa, mon assistante. Océane, votre rendez-vous de 14 heures est arrivé. Merci. Faites-la entrer. Une femme entre. Elle a environ 60 ans. Cheveux gris, regard fatigué, mains tremblantes. Elle ressemble à celle que j'étais il y a 3 ans. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Elle s'assoit. Merci de me recevoir. C'est normal. Comment vous appelez-vous? Isabelle. Enchantée, Isabelle. Qu'est-ce qui vous amène? Elle prend une grande inspiration. Je viens de divorcer. Après 35 ans de mariage. Je suis désolée. Ne le soyez pas. C'était nécessaire. Mais je suis perdue. Je ne sais plus qui je suis, où je vais, ce que je veux. Et vous pensez que refaire votre intérieur peut vous aider? Elle sourit faiblement. Vous allez trouver ça stupide, mais... Oui, j'ai lu votre livre, et j'ai compris que l'espace où on vit reflète qui on est. Et moi, je ne me reconnais plus dans mon appartement. Tout me rappelle lui, notre vie, notre passé. Alors, vous voulez créer quelque chose de nouveau. Oui, quelque chose qui me ressemble. À moi. Pas à nous. Je souris. Alors, on va le faire. Ensemble. Ses yeux se remplissent de larmes. Merci. Après son départ, je reste seule dans mon bureau. Et je pense à ma vie, à tout ce que j'ai traversé. La mort d'Henri, la trahison de Gédéon, la manipulation d'Elisa, la rue, l'hôtel miteux, la solitude, puis la reconstruction, l'entreprise, le livre, Forbes, les conférences, et toutes ces femmes, ces centaines de femmes que j'ai aidées, que j'aide encore. Est-ce que j'ai pardonné à Gédéon? Oui, parce qu'une mère pardonne toujours, même quand elle ne devrait pas. Est-ce que j'ai oublié? Non, parce qu'oublier serait trahir la douleur que j'ai traversée. Et cette douleur m'a construite. Elle m'a rendue plus forte, plus lucide, plus humaine. Est-ce que je regrette? Oui et non. Je regrette d'avoir perdu mon fils, mais je ne regrette pas d'avoir choisi ma dignité. Parce que sans elle, je ne serais plus rien. Il y a quelques jours, j'ai reçu une invitation pour donner une conférence TEDx sur le thème « Recommencer après 50 ans, transformer la perte en renaissance ». J'ai accepté, parce que je crois que mon histoire peut aider, pas seulement les femmes, mais tous ceux qui ont perdu quelque chose, quelqu'un, une partie d'eux-mêmes. Le jour de la conférence, il y avait 1000 personnes dans la salle. Quand je suis montée sur scène, j'ai senti mon cœur battre. Mais dès que j'ai commencé à parler, tout s'est calmé. J'ai raconté mon histoire, encore une fois. Mais cette fois, j'ai ajouté quelque chose que je n'avais jamais dit publiquement. On me demande souvent « Est-ce que vous en voulez à votre fils ?» Et ma réponse est toujours la même « Non, pas parce qu'il ne méritait pas ma colère, mais parce que la colère ne m'aurait menée nulle part. Elle m'aurait enfermée, empoisonnée, détruite. Alors, j'ai choisi autre chose. J'ai choisi de transformer cette douleur en quelque chose d'utile, en quelque chose de beau. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois plus la trahison. Je vois le chemin qui m'a mené jusqu'ici, jusqu'à vous. La salle était silencieuse. Puis quelqu'un s'est levé, puis un autre, et encore un autre. Et bientôt, toute la salle était debout, à applaudir. En descendant de scène, une femme m'a arrêté. Elle pleurait. « Merci, merci pour votre courage. Ce n'est pas du courage, c'est juste de la survie. » Non, c'est du courage, parce que survivre, c'est déjà un acte de bravoure. Je l'ai serré dans mes bras. Alors soyons courageuses ensemble. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai regardé mes emails. Il y en avait des centaines, de femmes qui me remerciaient, de femmes qui me racontaient leur histoire, de femmes qui me disaient « Grâce à vous, j'ai compris que je pouvais recommencer. » Et c'est là que j'ai compris
que tout ce que j'avais vécu avait un sens, que chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de désespoir, tout avait mené à ça, à ce moment, où ma douleur devenait la lumière de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vis dans un loft lumineux du Marais, j'ai des plantes partout, des livres, des tableaux. J'ai recréé un chez moi, pas une copie de l'ancien, mais quelque chose de nouveau, quelque chose qui me ressemble. Je ne suis plus seule. J'ai une équipe, des amis, des clientes devenues des amis. J'ai une vie remplie, pas de ce que j'ai perdu, mais de ce que j'ai construit. Parfois, je pense à Gédéon. Je me demande ce qu'il penserait de tout ça, de ma réussite, de mon entreprise, de mon livre. Je crois qu'il serait fier, ou peut-être jaloux, ou peut-être les deux. Mais au fond, ça n'a plus d'importance, parce que j'ai appris quelque chose. Qu'on ne reconstruit pas sa vie pour les autres, on la reconstruit pour soi. Et Elisa, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Parfois, je lis des articles sur des arnaques, des manipulations, et je me demande si c'est elle, mais je ne cherche pas à savoir, parce qu'elle ne mérite plus une seconde de mon temps. La vie s'occupera d'elle, comme elle s'est occupée de Gédéon, comme elle s'occupe de nous tous. Ce matin, en me réveillant, j'ai regardé le soleil entrer par la fenêtre, et j'ai souri. Parce que je suis vivante, parce que je suis libre, parce que je suis moi, enfin. Si mon histoire vous a touché, si elle vous a donné de l'espoir, alors tout cela aura eu un sens. Parce qu'au fond, c'est ça, la vraie renaissance. Ce n'est pas retrouver ce qu'on a perdu, c'est devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui sait que la vie, même quand elle nous brise, peut aussi nous reconstruire. Je m'appelle Océane Poirier, j'ai 62 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Mais aujourd'hui, je la partage, pour toutes celles qui pensent que c'est fini, pour toutes celles qui croient qu'il est trop tard, pour toutes celles qui ont oublié leur propre lumière. Je vous dis, il n'est jamais trop tard, jamais. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.